Bonsoir la France! Cette semaine, au lieu de parler de problèmes et de solutions ponctuelles, locales, on va essayer de réfléchir plus globalement à toutes ces histoires d'agriculture. Alors actuellement, en France, le modèle ultra répandu, c'est celui de l'agriculture intensive, avec d'immenses monocultures dopées par des intrants, c'est-à-dire l'eau, les pesticides, les engrais et l'énergie qu'on met dans les machines. C'est grâce à ces intrants que l'agriculture intensive est hyper efficace et nous permet, en France, d'avoir plus de nourriture que ce dont on a besoin. Mais ça engendre aussi toutes les pollutions qu'on a évoquées dans les vidéos précédentes et qui font régulièrement la une des journaux. D'ailleurs, quand vous entendez parler à la télé d'agriculture conventionnelle, industrielle, productiviste ou d'agrobusiness, en gros, c'est de ce modèle intensif qu'on parle. Alors, ça nous paraît normal ce modèle, mais en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50-60, qu'il a été mis en place chez nous. Et il a permis de multiplier les rendements par 8 par rapport au début du XXe siècle, où l'agriculture était moins technique. Elle était extensive et pas intensive. Ailleurs dans le monde, la majorité des gens sont toujours nourris par une agriculture dite vivrière ou de subsistance, c'est-à-dire des petites fermes familiales traditionnelles. Aujourd'hui, on va se demander ce que ça donne si on compare ces différents modèles, si on fait une sorte de clash. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone. Donc, je vous laisse vous munir de votre tableau et le compléter au fur et à mesure de la vidéo. Commençons par comparer notre modèle d'agriculture intensive à l'agriculture vivrière, paysanne, qui se fait en fait dans la plupart des pays. Eh bien, on voit que cette agriculture n'utilise aucun intrant polluant ou nocif, et du coup, elle produit beaucoup moins que l'agriculture intensive. Par exemple, 10 fois moins pour le blé, et carrément 40 fois moins pour les tomates. Et comme il n'y a pas de machine, ou juste des charrues traînées par des animaux, l'agriculteur doit travailler 4 à 8 fois plus d'heures dans sa production de cacahuètes. Néanmoins, elle a des avantages. Elle est bien meilleure pour conserver la biodiversité et l'état des sols, et ne dégage que très peu de CO2. Deuxième duel, l'agriculture intensive versus l'agriculture extensive, c'est-à-dire, pour faire très simple, à l'ancienne, celle qu'on faisait au début du XXe siècle chez nous. Dans ce modèle, les variétés de vaches vont manger seulement 16,6 kg de fourrage par jour et produire 14,7 kg de lait. Alors que dans l'exploitation intensive, le type de vache présent mange 22 kg de végétaux et produit 24,8 kg de lait par jour. Donc, le modèle extensif est moins productif que le modèle intensif. Notez au passage que sur ce schéma, on retrouve notre fameuse histoire des 8 kg de végétaux qui doivent être donnés aux animaux pour qu'ils grossissent de 1 kg. En revanche, dans l'exploitation extensive, l'agriculteur a moins besoin de s'investir et ses vaches ont moins de risques de tomber malades. De surcroît, comme il utilise peu de machines et peu d'intrants, et il pollue beaucoup moins. Si on regarde ce qu'il se passe pour les cultures extensives végétales cette fois, eh bien c'est pareil. Un champ de maïs demande beaucoup moins d'intrants et d'énergie que dans une culture intensive, mais il donne 2 fois moins de rendement. En Europe, l'hégémonie du modèle agricole intensif est fortement remise en question par l'agriculture biologique, qui fait de plus en plus d'adeptes. Vous avez dû voir qu'au Auchan, là, à Maisonneuve, il y a carrément un rayon entier consacré spécialement aux produits bio. Le principe de ce modèle bio, c'est quoi? Eh bien, on réunit au maximum toutes les solutions techniques trouvées en agronomie qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Comme ça, on espère avoir de bons rendements, contrairement à l'agriculture vivrière, mais en se passant presque totalement des intrants, et donc de leurs nombreuses nuisances. Par exemple, en agriculture bio, il n'y a le droit qu'à 19 produits chimiques au lieu de 400 en agriculture intensive. Et c'est seulement les naturels. Tous les produits chimiques de synthèse, on leur dit ça. Non, quand même, là je coupe. Si on pousse la démarche encore plus loin, en associant à petite échelle différentes espèces en synergie les unes avec les autres, on parle de permaculture ou d'agroécologie, 2 mots qu'on entend aussi de plus en plus souvent. Mais bon, c'est quoi le résultat si on compare l'agriculture bio à l'agriculture intensive? Alors c'est pas une surprise, mais on observe que sans engrais et sans pesticides, les rendements sont moins bons. Surtout pour les céréales et les légumineuses, où ça peut être moitié moins. Cela dit, pour les fruits et légumes, on peut avoir quasiment les mêmes rendements que d'habitude, et surtout, c'est au début de la conversion en ferme bio que les rendements baissent, car le sol a été abîmé par des décennies d'agriculture intensive. Une fois qu'il s'est régénéré, parce que les lombrics et même toute la biodiversité sont revenus, les rendements remontent. Par ailleurs,
L'agriculteur travaille un peu moins d'heures et gagne 25% d'argent supplémentaire vu qu'il n'a pas à acheter et à épandre les intrants. En outre, il peut vendre ses produits un peu plus chers à des gens prêts à payer pour de la qualité, parce que oui, niveau qualité, eh bien les produits bio contiennent plus d'antioxydants qui sont bons pour la santé et ont beaucoup moins de résidus de pesticides nocifs en eux. Alors, il y en a toujours un petit peu. Déjà parce que certains pesticides naturels utilisés en bio sont un peu dangereux, mais aussi parce que les champs à côté du champ bio, s'ils utilisent des pesticides, eh bien ça peut le contaminer. Cela dit, ça peut aussi le protéger indirectement. Aussi, il semblerait que ça crée des embauches et que ça augmente le bien-être des agriculteurs, et ça tombe bien, parce que c'est une des professions où il y a le plus de suicides. C'est sûrement un peu pour toutes ces raisons que de plus en plus d'exploitations se convertissent. Quand vous êtes nés là, les 2004 là, eh bien en France, il n'y avait que 1 ou 2% de surface agricole cultivée en bio. Et maintenant, en 2020, c'est passé à 8-10%. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On peut quasiment parler d'une révolution. Bien sûr, entre ces deux extrêmes, masse d'intrants, aucun intrant, il y a tout un tas de modèles intermédiaires, de nuances, comme souvent en SVT. C'est rarement tout blanc ou tout noir, hein. Rappelez-vous des individus intersexués du chapitre 3. Il y a donc tout un faisceau de modèles d'agriculture intégrés, on dit aussi raisonnés ou responsables, mais c'est un peu le même principe à chaque fois. On essaye si possible de réduire les intrants. Parfois, on réfléchit à mettre juste ce qu'il faut grâce à des capteurs, des drones, des applis, bref, de nouvelles technologies, et dans ce cas, on parle d'agriculture de précision. Dans d'autres cas, même si on utilise les intrants, on préserve le sol au maximum avec du semis sous couvert végétal, de la rotation des cultures, et on parle alors d'agriculture de conservation. On peut aussi associer des arbres et des champs, ça s'appelle faire de l'agroforesterie, ce qui a beaucoup d'effets positifs. La productivité totale est toujours meilleure que quand les cultures intensives sont séparées. Dans cet exemple, on double le rendement de bois sans gêner celui du blé. Mais aussi, la biodiversité revient, on met moins d'intrants et le sol se régénère mieux grâce aux arbres. Par contre, cela demande plus de travail car il faut un entretien des arbres très précis et très régulier, sinon ça ne marche pas. Dans cet autre exemple de pratique intégrée, sur du blé tout seul, on met 2 fois moins de pesticides et on obtient quasiment le même rendement. Du coup, c'est un peu comme pour le bio. Ici, l'agriculteur travaille moins et gagne un peu mieux sa vie. Sinon, il est un point qu'il faut souligner, chers élèves, c'est que depuis le début, je ne parle que de l'agriculture qui nous nourrit. Mais elle ne sert pas qu'à ça. En fait, à 7%, elle nous sert aussi à fabriquer des matériaux, par exemple le papier ou le coton pour les vêtements. Elle nous fournit aussi en certains médicaments, et elle nous fournit aussi en agrocarburants qu'on met dans des voitures. Ça, c'est carrément 4% de l'agriculture, quand même. Or, si on veut nourrir une population qui augmente, avec de moins en moins de surfaces de qualité disponibles, et sans doper les plantes avec les intrants qui polluent, il faudra réfléchir à utiliser les terres disponibles pour ce qui est vraiment nécessaire. Mais il n'y a pas que ça. En effet, dans les 90% d'agriculture qui servent à l'alimentation, on en donne en fait un tiers aux animaux d'élevage, ce qui engendre des pertes, puisque je vous rappelle qu'il faut donner à peu près 6-8 kg de végétaux à un animal pour qu'il prenne 1 kg. Or, on aurait pu les donner à des humains directement, et donc nourrir plus de monde. Regardez cette figure. On ne parle pas de rendement de production agricole en tonnes par hectare comme d'habitude, mais de rendement écologique, c'est-à-dire d'énergie qui passe d'un niveau trophique à un autre. On constate que la même énergie solaire de base, si elle fait pousser du blé qu'on donne directement à des adolescents, elle va permettre la croissance de 85 d'entre eux. Alors que cette même énergie, si par photosynthèse, elle fait pousser des végétaux qui vont d'abord servir à produire des veaux, qu'on va ensuite donner aux adolescents, eh bien dans ce cas, elle n'en fera grandir qu'un seul. Alors bien sûr, cet exemple est exagéré, personne ne se nourrit que d'un seul aliment, bon. Mais ça donne malgré tout une idée. Idem, si on fait un clash octogone, entre la patate et le steak, on voit que le kilo de patate, il demande 54 fois moins de sol, 135 fois moins d'eau, et dégage 237 fois moins de CO2 que le kilo de steak, qui ne donne même pas 2 fois plus d'énergie. Bon, laissons l'annonce du résultat de ce match à une grande famille de philosophes français. Des frites! Des frites! Des frites, des frites, des frites! Des frites, des frites! Niveau écologie, on peut donc affirmer que consommer de la viande, en particulier de la viande rouge, ça produit globalement plus de nuisances et utilise plus de ressources que de consommer des végétaux. C'est d'autant plus important d'avoir ça à l'esprit que la consommation de viande augmente beaucoup dans le monde, en particulier en Chine, comme le montre ce graphique. Alors, ils sont encore très très loin des États-Unis ou même de nous. Mais comme ça ne va faire qu'augmenter, on pense qu'en 2030, plus du tiers des végétaux produits serviront à nourrir des animaux. Ça représentera beaucoup plus que tout ce qui était donné aux humains dans les années 70. Attention cependant, il y a beaucoup d'endroits où on laisse pâturer les animaux car il n'est en fait pas possible de faire de bonnes cultures, par exemple au Pays Basque en France.
Voire même, parfois c'est mieux de faire des animaux en pâturage, car ça entretient les paysages. Toutefois, ceux qui prendront SVT en spécialité l'an prochain verront qu'en termes de santé aussi, il y a un grand écart entre production animale et végétale, puisque la viande rouge et la charcuterie en excès augmentent le risque de certains cancers, et aussi car les élevages font émerger des bactéries résistantes aux antibiotiques ou font passer des maladies de l'animal à l'homme, comme potentiellement le coronavirus. Bon. S'il y en a parmi vous qui se demandent pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont végétariens et que la consommation de viande diminue en France, eh ben c'est un peu pour toutes ces raisons. Et aussi parfois pour des questions de souffrance animale ou pour des questions de sous, parce que la viande ça coûte cher. Mais c'est pas fini. Il y a un autre truc important dont il faut qu'on parle si on veut nourrir l'humanité, comme le dit le programme. À votre avis, dans ce qui sert à nous nourrir, on en jette combien de pourcents? Dites un chiffre là pour voir, essayez de répondre. Et bien la réponse c'est un tiers de la nourriture fabriquée sur cette planète est tout simplement gâchée et gaspillée. Octogone. En vérité, quand vous voyez quelqu'un jeter son assiette à la cantine, et bien d'une certaine façon, il jette aussi les centaines de litres d'eau qu'il a fallu pour la faire, les dizaines de mètres carrés de sol que ça a utilisé pendant un an, et du coup, tous les pesticides, les herbicides, les engrais et le CO2 qui polluent à cause de la fabrication de cette assiette, ils n'auront servi absolument à rien. Je viens de vous raconter qu'on se prend la tête à faire pousser des trucs, à les transporter, à les préparer, en épuisant pour ça plein de ressources et en répandant plein de produits dangereux partout. Tout ça pour qu'à la fin ça finisse comme ça. Mais quelle perte de temps et d'énergie. C'est plus possible. Faut arrêter ces sottises, ce gâchis alimentaire, c'est pas du tout quelque chose d'anodin les jeunes. On estime que sans cette absurdité, et avec un peu moins de production de viande, on pourrait largement nourrir plus de 10 milliards d'êtres humains. Et ça tombe bien parce qu'a priori, on va être à peu près ce nombre-là. En fait, cette partie du programme a pour but de vous faire réaliser que la nourriture, ça a un prix en euros. Ça, on le sait. Mais il n'y a pas que ça. Car ça a aussi un coût en termes écologiques. Et ça, au quotidien, on a tendance à l'oublier. Je vous jure, si le midi vous n'avez pas faim, ou que le menu ne vous plaît pas, prenez 2 secondes pour demander un peu moins. Vous pourrez être fier de vous en vous disant que vous n'avez pas gâché, que vous n'avez pas participé à cette folie et qu'au contraire, vous avez contribué à économiser les ressources et à moins polluer. Vous avez ce pouvoir individuellement à votre échelle. Alors bien sûr, c'est pas comme ça qu'on sauve toute la planète. Quoiqu'en fait, peut-être que ça commence un peu par là. Au passage, il y a d'autres domaines dans lesquels les choses ont un coût écologique qu'on ne réalise pas. Par exemple, tous ces objets technologiques et ces vêtements qui s'entassent dans les décharges, alors qu'ils ne sont pas usés, juste parce que les gens veulent en changer tous les 6 mois, ou parce que les fabricants font exprès de les concevoir fragiles. C'est pas une blague, hein. Ça s'appelle l'obsolescence programmée. Octogone. Et bien à la base, ces objets sont faits avec du pétrole et du minerai, qu'on a extrait, raffiné, transporté, transformé dans des usines. Mais quelle perte de temps et d'énergie! Un autre truc qui est fait avec du pétrole, c'est le plastique. On en a déjà un peu parlé dans la partie biodiversité. Mais il faut savoir que depuis 60 ans, la production elle a explosé. Elle a fait un, je sais pas, x100 là, et pas un x2 comme la population. Et on en retrouve partout, 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 partout. Il y en a même au fin fond des océans où l'homme n'est jamais allé, et on a carrément découvert dans les Pyrénées qu'il pleuvait des microparticules de plastique. Sérieusement. Alors on se moque parce que il y a encore quelques siècles, les gens n'avaient pas compris qu'il fallait se laver les mains avant de faire des opérations chirurgicales, ou parce qu'ils croyaient que la Terre était au centre de l'hiver et tout. Mais les historiens dans 300 ans là, vous croyez qu'ils vont dire quoi de nous si on réfléchit pas un peu plus à ce qu'on fait? Les questions des fiches de révision là, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait? Elles se posent pas que pour éviter les contrôles. Bref, vous n'êtes plus des enfants, vous commencez à être grands, à pouvoir faire des choix, et pour faire les bons, il faut être au courant des choses, il faut du savoir, il faut des informations fiables. Et le but de cette partie du programme, qui est désormais terminée, c'était justement de vous enrichir de toutes ces connaissances utiles. Allez, ceux qui veulent en savoir encore un peu plus, je vous ai mis des liens vers des vidéos super intéressantes dans la description. Et sinon, je vous dis à je sais pas quand, hein. En attendant, on applique bien les gestes barrières et on prend soin de soi.